la question, faut-il vacciner ou y a-t-il une indication à vacciner des personnes qui ont déjà été infectées par SARS-CoV-2 ? Ce qui voudrait dire finalement, s'il y a une contre-indication, qu'il faudrait tester toute personne avant SARS-CoV-2 pour savoir s'il faut l'exclure de la vaccination ou pas. Alors les Anglais ont parfaitement répondu à la question en disant non. Alors non pour deux raisons. D'abord parce que sur le plan logistique, ça serait d'une lourdeur quasi insurmontable de tester les personnes avant de vacciner, c'est-à-dire non pas de tester, de chercher de l'antigène ou de l'information génétique, mais faire une sérologie. Donc là, on rentre vraiment dans de la biologie un peu plus lourde. Ça, c'est un premier point. Et surtout, parce qu'il a été parfaitement montré qu'il n'y avait aucun effet secondaire, aucun effet délétère à vacciner des personnes qui avaient déjà été infectées. Donc, ils ont répondu à la question en disant on ne contrôle pas avant la vaccination que les gens aient été ou non infectés. On pourrait se poser la question pour des personnes qui auraient manifestement eu la pathologie diagnostiquée de façon formelle, avec même un séjour en réanimation, etc. Et on peut éventuellement se dire qu'on peut leur éviter une vaccination, non pas parce qu'ils ont un quelconque risque, mais parce que ça permet d'épargner des doses pour vacciner d'autres personnes qui en ont besoin. Donc, je crois que là, il n'y a pas en tout cas de souci de sécurité pour ces personnes-là. Je reprends un peu le fil des questions. Entre autres, une autre qui vient d'être posée, c'est de savoir pourquoi les laboratoires ne transmettent qu'un communiqué de presse. Ça, c'est relativement habituel parce que les communiqués de presse passent plus vite dans la presse que ne le font les papiers scientifiques dans la presse scientifique. On a eu les communiqués de presse de Pfizer et puis ensuite Moderna et puis ensuite AstraZeneca, mais tous ces communiqués de presse ont été suivis d'une publication soit dans le Lancet, soit dans le New England. Et avec vraiment la possibilité d'examiner dans le fond les données, d'autant plus que le rapport de la FDA américaine a été rendu public. Et donc, on peut avoir, comme tout un chacun, la vision de l'ensemble des données qui ont été fournies à cette agence nord-américaine. Je rebondis sur une question aussi qui avait été posée sur les agences du médicament. Est-ce qu'il faut que toutes soient d'accord et que le produit soit passé par toutes les agences afin d'être accepté? Alors, la réponse est non. Il est tout à fait possible que certains produits médicamenteux, quels qu'ils soient, soient admis aux États-Unis et pas en Europe. Donc, chaque agence est souveraine. Ce qu'il y a de vrai, par contre, pour l'Europe, c'est qu'il y a une procédure centralisée au niveau de l'Agence européenne du médicament et l'Agence nationale, la NSM pour la France, peut ne pas être d'accord, mais je n'ai pas dans ma tête d'exemple où ce soit produit, mais par contre peut suggérer des modifications, mais vraiment à la marge. Donc pour le système européen, l'agence européenne fait foi et il n'y a pas d'autres questions à se poser. Il y a d'autres questions également sur le seuil d'anticorps. Alors oui, le seuil d'anticorps a été défini, je ne peux pas vous le donner comme ça de mémoire, mais il est basé sur les niveaux d'anticorps obtenus après la maladie, bien évidemment, puisque ces seuils n'étaient pas, il n'y avait pas de vaccin à ce moment-là. Et donc la question a été de savoir si ces seuils-là étaient valides, et il semble que oui, puisque dans les essais qui ont été publiés, tous les patients avaient des seuils d'anticorps au-delà de ce qui était calculé a priori comme être supposé seuil d'immunogénicité. Et vraiment, il n'y a pas dans la démonstration d'efficacité, il n'y a pas photo, comme on dit, puisque, par exemple, pour l'essai Pfizer-BioNTech,
vous avez dans le bras vacciné 8 patients qui ont présenté une Covid. On parle là d'un essai avec une population de 40 000 personnes. Donc 8 dans le bras vacciné et 172 dans le bras placebo. Tous les patients, bien entendu, ayant été appelés à respecter les mesures barrières. Il n'y aurait absolument aucune éthique à demander à ces patients de ne pas respecter les mesures barrières. Donc là, la différence, elle est extrêmement significative et je crois qu'il n'y a plus trop de questions à se poser sur l'efficacité de ces vaccins. Et en ce qui concerne leur tolérance, elle est telle qu'attendue dans le cadre d'un vaccin ordinaire, ARN ou pas ARN, hein, on a la même proportion d'effets indésirables qui sont tous mineurs, excepté les 2, et puis maintenant un cas en Alaska et les 2 au Royaume-Uni, qui concernaient des personnes hautement allergiques, c'est-à-dire des personnes qui avaient dans leur poche de l'adrénaline au cas où il y aurait un problème allergique les concernant. Donc depuis, les Anglais l'ont édifié en contre-indication et c'est sans doute ce qui va arriver chez nous. Mais ce sont vraiment des patients extrêmement particuliers et avec une gravité de l'allergie qui est vraiment très, très importante. En ce qui concerne, il y avait une question sur qui était inclus dans les essais. Alors, il n'y a pas eu d'équipe française dans les essais actuels. Il y en a maintenant dans les essais qui vont démarrer en France, en particulier avec le réseau REVAC, qui est copiloté par Elisabeth Botello-Nevers et qui est piloté par Odile Launay à la tête, et des vaccins avec d'autres vaccins, et en particulier le vaccin Sanofi, ça ne vous surprendra pas, avec le vaccin Sanofi, pour essayer d'affiner un petit peu les connaissances qu'on pourrait avoir avec ces vaccins qui utilisent une autre technologie, mais qui pourront avoir leur utilité, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le besoin est tel dans le monde qu'il serait assez extraordinaire que les 2 industriels en question puissent fournir l'ensemble de la demande mondiale. Donc on aura besoin forcément de plusieurs vaccins différents, utilisant des technologies différentes. Et il est possible d'ailleurs que ces technologies différentes puissent s'adresser à des populations différentes. C'est-à-dire qu'il n'est pas inconcevable d'imaginer que certains vaccins puissent protéger contre l'infection grave, l'infection clinique, mais pas forcément protéger d'un portage. Alors que d'autres pourraient le faire. Je parle là, ce sont des hypothèses qui demandent à être confirmées, parce qu'effectivement, si on ne protège que contre la maladie, eh bien, ma foi, on laisse circuler le virus. Si on protège à la fois contre la maladie et à la fois contre un portage, on a une action importante, s'il y a beaucoup de personnes vaccinées, une action importante sur la circulation virale et donc sur le cours de l'épidémie. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question posée? On peut peut-être aussi faire appel à des questions orales, hein. On n'a pas forcément que de l'écrit, si je... Oui, tout à fait. D'ailleurs, professeur, en termes de questions un peu plus, je dirais, d'ordre général, selon vous, comment l'information médicale autour de tous ces derniers essais cliniques, la vaccinologie, est diffusée auprès des professionnels de santé? On a vu là dans les exposés des communiqués de presse, on a vu des choses qui se passent par les médias pour permettre d'accéder à des informations pour les professionnels plus à jour. Quelles sources d'informations recommanderiez-vous? D'abord et en toute priorité les sociétés savantes, parce qu'elles sont toutes à la fois destinataires des données, des recommandations,
et de la conduite à tenir. Donc aussi en ce qui concerne les spécialistes et les généralistes d'ailleurs, les sociétés savantes sont certainement un très bon canal. Il y a un autre canal, mais alors là c'est plus passif, si on est inscrit, c'est DGS urgent, c'est-à-dire c'est la communication de la DGS directement envers les médecins, les professionnels de santé, via des messages, la plupart du temps urgents, d'où son appellation DGS urgent. Pour être dans ce réseau, il suffit d'en faire la demande, tout simplement. C'est totalement gratuit, bien évidemment. Et puis d'autres sources sont tout à fait possibles. Alors je vois que quelqu'un dit grâce à ce webinaire, ben oui, certainement c'est fait pour ça. Mais donc je crois que, mais je pense que je n'ai pas la stratégie de communication du gouvernement. Comme vous l'avez remarqué, je ne fais pas partie du gouvernement. Mais je pense qu'ils vont s'adresser le plus directement possible aux professionnels de santé. À ce stade, je m'aperçois que j'ai oublié une question qui est quand même extrêmement importante et qui était mentionnée par écrit, c'est l'intégration possible de l'ARN messager dans le génome cellulaire. Alors c'est strictement impossible. C'est strictement impossible. L'ARN messager ne s'intègre jamais dans un noyau. Jamais. Ça n'existe pas. Et l'ARN messager, et une fois qu'il a rempli sa mission, est d'ailleurs assez rapidement détruit. Et pas spécifiquement celui-là. Tous les ARN messagers sont assez rapidement détruits dans la cellule. Donc la vraisemblance que cet ARN messager induise un changement génétique est impossible. Voilà. Alors, j'ai aussi, oui, une question, c'est important, c'est à propos du vaccin dit AstraZeneca, Oxford. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ça met parfaitement bien en lumière une des raisons pour lesquelles on est allé si vite, c'est qu'il y a eu pour une fois, et pour la première fois, et j'espère que ce n'est pas la dernière, une combinaison de recherche industrielle privée et de recherche académique. Oxford, par exemple, c'est le vaccin AstraZeneca Oxford, et le résultat de cette collaboration et l'accélération également de tout le processus a été rendu possible par le fait que des fonds publics ont été mis à disposition des industriels afin qu'ils puissent assumer le risque de ce développement des différentes phases que Elisabeth vous a présentées, qui normalement s'enchaînent les unes aux autres, et ça permet d'arrêter, quand il y a un événement négatif, ça permet d'arrêter le développement et donc de limiter les frais. Ici, les industriels ont pris le risque de développer en parallèle les différentes phases, c'est-à-dire qu'il y a un risque financier énorme si à l'arrivée, tout s'effondre parce qu'il n'y a pas d'efficacité ou qu'il y a un problème de tolérance. Donc les États et l'Europe ont mis de l'argent pour sécuriser, en quelque sorte, ce développement industriel hors norme. Donc ça, je crois que c'est un point important. Donc pour en revenir au AstraZeneca, effectivement, ils ont publié une efficacité supérieure avec une première dose qui était moitié dose par rapport à ce qui était prévu. Alors c'est une erreur dans le protocole, je ne connais pas le détail, ils l'ont publié, mais c'est sous enquête, comme on dit actuellement, de savoir pourquoi. Ils ont administré à quelque chose comme 2 ou 3 milliers de patients une demi-dose initiale et puis ensuite une pleine dose du vaccin. Ils se sont aperçus que dans ce groupe, l'efficacité était plus importante. Alors, il n'y a pas d'explication sérieuse et pleine actuellement à cela. Une des explications, mais alors avec beaucoup de conditionnels et beaucoup d'hypothèses, pourrait être que c'est un vaccin qui utilise un adénovirus et que le fait d'avoir, bien entendu, cet adénovirus peut être inactivé par une immunité naturelle chez quelqu'un qui aurait déjà été en contact avec un adénovirus. Et donc le fait d'utiliser en demi-dose
aurait pu stimuler de façon moins importante une éventuelle immunité anti-adénovirus et donc par là même anti-vecteur du vaccin. C'est une hypothèse qui mérite beaucoup d'exploration. C'est sans doute pas la seule et en tout cas le laboratoire est en train d'explorer ça, mais il n'y a pas d'explication avérée à ce constat pour l'instant. Professeur Stahl, je vois une question, peut-être une dernière question avant de conclure, une question d'une personne qui demande, si c'est peut-être un non-sens d'ailleurs, est-ce qu'il existe un risque avec le vaccin ARNM chez des patients atteints d'autres infections virales avec des virus qui disposent d'une rétrotranscriptase? Non, alors effectivement, ça a été évoqué. Ça a été évoqué par là on rentre, ceux qui l'ont évoqué en tout cas sont des adeptes de la théorie du complot. Alors la réponse est non. C'est non parce que les reverse transcriptases sont très spécifiques du virus qui les produit. C'est-à-dire que pour un rétrovirus, par exemple, qui est équipé de ces reverse transcriptases, ne va pas perdre du temps et de l'énergie à transcripter quelque chose qui lui est totalement étranger. Il s'occupe de lui et c'est tout. Les virus, c'est extraordinairement égoïste. Donc, de ce point de vue-là, il y a vraiment aucun risque. En in vitro, on n'a jamais réussi à reproduire cette hypothèse. L'autre point quand même que je voudrais souligner, peut-être en forme de conclusion, c'est que ces vaccins ARN, c'est vraiment une avancée extraordinaire. C'est une avancée technologique extraordinaire parce que on sait maintenant qu'on a un vecteur, cet ARN messager, et donc il suffit de lui changer le message à transporter. Et donc il suffit de changer une toute petite séquence et on peut à ce moment-là obtenir à moindre frais et très rapidement un vaccin contre ceci ou cela. Et en particulier en dépassant très largement le cadre de l'infectiologie, mais dans les thérapeutiques vis-à-vis des pathologies malignes. Vous savez tous qu'on est maintenant habitué, je dirais, à ces thérapeutiques immunitaires par le biais des biothérapies, comme on dit, des anticorps monoclonaux. On va peut-être, avec ces nouvelles technologies, on va peut-être bien rentrer dans l'ère des vaccinations thérapeutiques contre le cancer, ou certains cancers, ou certaines formes de cancer. Alors là, je parle tout à fait dans l'hypothèse, parce que c'est encore au stade de la recherche, mais c'est certainement pas si loin que ça. Et là, il y a une ouverture qui est absolument extraordinaire. Je vois une dernière question quand même auquel je me dois de répondre, c'est sur les mutations. À ce jour, on n'a aucune mutation qui remet en cause l'efficacité du vaccin. On a même des bonnes raisons de penser qu'elle ne se produira pas, ou si elle se produit, ce n'est pas grave, parce que la cible du vaccin, la cible des anticorps qui sont produits par le vaccin, c'est la protéine qui permet au virus de s'attacher sur les cellules humaines. Et donc, si elle mute, elle perd ses capacités d'adhésion. Et donc, finalement, il n'y a plus de maladie, puisqu'il n'y a plus d'adhérence. Donc, si elle mute, ma foi, ça serait presque une bonne nouvelle. Mais à ce jour, on n'a pas constaté la moindre mutation qui remette en cause l'efficacité du vaccin. Très bien. Merci beaucoup, professeur Stahl. J'ai envie aussi de rajouter pour les personnes qui sont encore connectées, je vois un bon nombre de participants qui posent encore des questions. Comme on arrive à l'issue de cette session, que nous aurons le plaisir d'organiser d'autres sessions, toujours dans le cadre de ce partenariat avec la SPILF et Infectious Disease Now, donc sur l'année 2021, le point sûr avec d'autres thématiques. Du coup, nous reviendrons sur le mois de janvier, février 2021 sur les nouvelles thématiques. Donc, nous vous invitons à regarder les prochains sujets sur notre site.
Pour toute question, vous pouvez nous écrire sur l'adresse cs.france@elsevier.com. Les questions qui n'ont pas pu être adressées là, en live, nous allons toutes les collecter et permettre aussi d'y répondre par écrit sur notre site. Si je puis compléter, au mois de janvier, donc il y a un autre webinaire qui est connu, qui est prévu. Il est fort probable qu'on essayera de faire une synthèse des questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui pour y répondre de façon plus étendue la prochaine fois. Oui. On aura un peu plus de recul sur les vaccins, donc je crois qu'on reparlera des vaccins, mais plus dans une optique de pratico-pratique. Et puis, on a l'intention de parler aussi des tests Covid pour voilà, faire le point, à quoi servent-ils, comment et comment peut-on les envisager dans l'avenir. Ça sera pas obsolète parce qu'on doit encore vivre avec Covid pendant de longs mois avant que la vaccination puisse avoir fait son œuvre. Et oui, encore un programme à venir devant nous, c'est certain. Je vous remercie encore à nouveau. Merci à tous pour votre participation. Merci, professeur Stahl. Je vais arrêter l'enregistrement. Il sera disponible sur notre site également. Merci à tous et très, très bonne soirée et très bonne fête de fin d'année pour ceux qui peuvent les fêter ou qui peuvent avoir quelques jours de repos. Merci, professeur Stahl. Au revoir. Au revoir.